Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire organisé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sur le thème de l'insuffisance cardiaque. Je me présente, Gaëlle Brunet-Cuc, responsable du secteur gestion du risque à l'assurance maladie. Je suis accompagnée par ma collègue Émilie Barrault, infirmière conseillère en santé. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour à tous. Et par le professeur Jérôme Roncalli, médecin cardiologue, responsable de l'unité d'insuffisance cardiaque du CHU de Toulouse. Bonjour professeur Roncalli. Bonjour. L'insuffisance cardiaque est une affection courante qui touche entre 2 et 3% de la population française avec une prévalence en constante augmentation. Actuellement, environ 1,5 million de patients sont connus, mais il est probable que ce chiffre sous-estime la réalité. La Société française de cardiologie évalue en effet que 400 000 à 700 000 personnes ne savent pas qu'elles souffrent d'une insuffisance cardiaque. Le degré de connaissance de cette pathologie au sein de la population générale exposée se révèle assez faible. Une enquête réalisée par l'Institut BVA pour l'assurance maladie en juin 2022 montre en effet que seule la moitié des sujets interrogés ont la capacité de décrire la maladie, 19% des personnes peuvent citer spontanément un des 4 signes de l'insuffisance cardiaque, la moitié des participants, même s'ils ont ressenti et observé ces signes, les considèrent non spécifiques, ne justifiant pas d'en discuter avec leur médecin. Le bénéfice d'un diagnostic précoce sur la préservation de la qualité de vie du patient insuffisant cardiaque n'est plus à démontrer. Il est donc primordial de renforcer le degré de connaissance de cette pathologie, d'aider les personnes à connaître et repérer les signes d'alerte et de promouvoir les recommandations d'hygiène de vie. C'est ce que nous allons essayer de faire lors de ce webinaire qui va se dérouler en 2 parties. La première sera dédiée à un temps de présentation qui va durer 20 à 30 minutes. Nous essaierons ensuite, dans un second temps, de répondre à vos questions. La durée globale du webinaire sera d'environ 1 heure. Ne soyez pas surpris, vos micros sont coupés, mais vous pouvez interagir et poser toutes vos questions dans l'onglet « Discussion » situé en bas de votre écran. Le webinaire est enregistré et sera disponible en replay dès demain sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Je laisse maintenant la parole au professeur Jérôme Roncalli pour commencer notre temps de présentation. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup Gaëlle et Émilie de l'invitation ici même à la CPAM du Tarn pour venir vous parler de l'insuffisance cardiaque. Comme cela a été précisé, l'insuffisance cardiaque a une prévalence extrêmement importante au sein de la population française, mais également à travers le monde. Et donc, je vais essayer de vous définir ce qu'est l'insuffisance cardiaque dans un premier temps. Donc, quand on parle d'insuffisance cardiaque, eh bien, on a le cœur qui n'arrive plus à travailler correctement et il n'arrive plus à assurer son rôle de pompe pour assurer un débit cardiaque suffisant au sein de l'organisme. Et donc, il y a 2 grands types d'insuffisance cardiaque. Tout d'abord, il y a l'insuffisance cardiaque où cette contraction est altérée, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque avec la fraction d'éjection, c'est la capacité d'éjection qui est réduite, ou anciennement l'insuffisance cardiaque systolique. Et il y a un deuxième type d'insuffisance cardiaque où cette fois le cœur est parfois trop épais, trop rigide et il n'arrive pas à se remplir correctement, ce que l'on appelle l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et qui est liée à ce qu'on appelle un déficit de la fonction diastolique. À partir de ces éléments-là, vous avez compris, quand le cœur ne fonctionne pas bien, eh bien qu'est-ce qu'il se passe? Il va y avoir cette baisse du débit cardiaque va entraîner une baisse de la pression artérielle et une baisse de la perfusion des organes cibles, le cerveau, le rein. Et donc ça, cette diminution du fonctionnement des organes périphériques va être compensée au sein de l'organisme en essayant de
d'accélérer la fonction d'éjection en augmentant le volume du cœur, mais également en accélérant les battements du cœur et la fréquence cardiaque, ce qu'on appelle la tachycardie. Et cette tachycardie, c'est un des premiers signes de l'insuffisance cardiaque. Donc, dans ces deux situations, baisse du débit cardiaque, baisse de la pression artérielle et une compensation par l'organisme pour essayer de maintenir les débits. Alors, le rein, quand il va recevoir moins de sang, quand il va être moins bien perfusé, eh bien, il va éliminer moins de sel. Et on sait que les molécules de sel sont liées aux molécules d'eau. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle une rétention d'eau, une rétention hydrosodée d'eau et de sel. Et cette rétention d'eau, elle va s'accumuler dans les différents organes, et notamment dans le poumon. Ça va être le cœur, quand il est défaillant, il va engorger le poumon avec de la rétention d'eau, ce qu'on appelle le poumon cardiaque, mais pas seulement le poumon, ça va également engorger le foie et on va avoir une rétention d'eau dans les jambes dans le contexte de l'insuffisance cardiaque globale. Au niveau du poumon, qu'est-ce qui se passe si le poumon est engorgé d'eau? Eh bien, on va avoir de l'essoufflement qui va commencer d'abord à l'effort, puis va s'aggraver pour des efforts moindres jusqu'à devenir intolérant même au repos. Et puis, ces œdèmes des membres inférieurs vont apparaître en commençant au niveau des pieds, l'œdème rétromalléolaire, et en remontant jusque dans les jambes avec un œdème qui est périphérique des deux côtés, au niveau des deux jambes. C'est la rétention d'eau. Et cette rétention d'eau, qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle entraîne une augmentation du poids. On a une prise de poids anormale. Alors, il y a de nombreuses causes de l'insuffisance cardiaque, mais les causes principales de l'insuffisance cardiaque sont essentiellement l'infarctus du myocarde, ce qu'on appelle la crise cardiaque, et qui va détruire une partie donc, du muscle cardiaque et entraîner cette défaillance. Alors fort heureusement, quand on a un infarctus du myocarde, il y a toute une chaîne qui se met en route pour aller le plus rapidement avec le SAMU, avec les centres hospitaliers ou publics ou privés, pour aller réouvrir les artères du cœur. L'infarctus du myocarde, c'est l'artère du cœur qui se bouche. Il faut réouvrir au plus tôt l'artère qui est responsable de l'infarctus du myocarde pour que le cœur ne souffre pas trop, qu'il n'y ait pas une séquelle trop marquée. Donc ça, c'est la première des choses, c'est la première des causes d'insuffisance cardiaque. Et la deuxième, qui est également très répandue dans la population, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle qui va entraîner un travail supplémentaire au niveau du cœur et être à l'origine de cette insuffisance cardiaque. Et puis, il y a d'autres étiologies, on en reparlera peut-être durant le webinaire, mais quand on n'a pas de cause spécifique, eh bien, on s'oriente vers une atteinte directe du muscle cardiaque que l'on appelle les cardiomyopathies non dilatées le plus souvent, qui empêchent donc le bon fonctionnement du cœur et conduisent à l'insuffisance cardiaque et aux symptômes que l'on va regarder. Alors, il y a bien sûr les facteurs de risque et des facteurs aggravants de cette insuffisance cardiaque. Les facteurs de risque sur la partie gauche de la diapositive, c'est les facteurs de risque de la maladie coronarienne, c'est-à-dire les facteurs de risque qui conduisent à l'athérome, à l'athérosclérose, qui est la cause de l'infarctus du myocarde. Ça, ce sont les facteurs sur lesquels on peut agir, par exemple le tabac, on peut arrêter de fumer, le cholestérol, on a des médicaments pour le baisser, l'obésité, perdre du poids, le diabète, l'hypertension artérielle, tout ça, ce sont des facteurs de risque modifiables. Et à côté de cela, il y a des facteurs aggravants avec, par exemple, une dysfonction de la thyroïde, avec une anémie, avec la survenue d'un syndrome d'apnée du sommeil, avec de l'insuffisance rénale. Il y a de nombreuses causes qui peuvent aggraver l'évolution de l'insuffisance cardiaque et faire en sorte que ce patient qui avait une pathologie plus ou moins stable se décompense. Alors, effectivement, il n'y a pas de signes spécifiques et de symptômes spécifiques de l'insuffisance cardiaque, mais il faut néanmoins essayer de rechercher des éléments qui pourront nous aider
à se poser la question de savoir est-ce que j'ai vraiment une insuffisance cardiaque. Comme je le disais, donc c'est une maladie qui peut rester asymptomatique, c'est-à-dire stable sans la survenue de gènes aussi bien à l'effort qu'au repos de la vie et dans la vie courante, mais elle peut s'aggraver de manière brutale sous la forme d'une décompensation avec la survenue de cet essoufflement, la dyspnée ou la survenue de la rétention hydrosodée avec la prise de poids. Et ça, c'est la décompensation cardiaque. Il y a souvent un facteur aggravant parmi ceux qu'on a cités précédemment, avec la survenue d'un trouble du rythme également, la survenue d'un événement coronarien, qu'il faudra essayer de traiter, puisque si on arrive à traiter les facteurs aggravants, si on arrive à le faire disparaître, eh bien, on arrive à restabiliser l'insuffisance cardiaque. Donc il est important de rechercher, ou de penser en tout cas, dès les premiers symptômes, dès les premiers signes de la décompensation cardiaque. Et pour cela, il y a 4 grands signes qui sont maintenant bien validés, à la fois par les sociétés savantes, à la fois par l'assurance maladie, etc. Et parmi ces 4 signes d'alerte, il faut rechercher quoi? Il faut rechercher un essoufflement habituel, ce qu'on appelle la dyspnée. Je suis essoufflé pour faire les activités, aller faire mes courses. Je suis essoufflé pour aller travailler en marchant. Je suis essoufflé à un stade plus avancé pour faire le ménage dans la maison, etc., etc. Et donc, ça peut aller jusqu'à un essoufflement pour le moindre effort, l'habillement, et même jusqu'à un essoufflement lorsqu'on est couché. Et donc le patient a du mal à respirer. Donc l'essoufflement inhabituel, on peut se comparer aux gens de notre âge, on doit voir un petit peu, c'est très difficile, c'est très subjectif l'essoufflement, mais cet essoufflement, il faut essayer de rechercher des éléments anormaux, inhabituels. Ça c'est le premier des signes d'alerte. Le deuxième, c'est la prise rapide de poids. Donc ça correspond en gros à une prise de 2-3 kg en 2-3 jours. Ce n'est pas normal d'une manière générale, sauf si vous avez un régime alimentaire un peu particulier, si vous faites beaucoup d'exercices, etc. Ça ne se voit pas. Donc une prise anormale de poids en peu de temps fait évoquer cette rétention hydrosodée, cette rétention d'eau, qui est un des signes d'alerte de l'insuffisance cardiaque. Le troisième signe, c'est un signe, je dirais, d'examen. Il faut, quand on a les 2 premiers, prise de poids, essoufflement, regarder un petit peu l'état de ses chevilles. Parce que cette rétention d'eau, elle va se porter au niveau des chevilles. C'est l'œdème périphérique qui, en règle générale, est des 2 côtés des jambes. Il est dit bilatéral, un œdème blanc, bilatéral. Lorsqu'on appuie dessus, il y a un signe un peu particulier. Ça met du temps à revenir, ça s'enfonce et ça met du temps à revenir. C'est le signe du Godet. Les médecins utilisent ce geste à l'examen clinique de manière très, très classique. Donc, l'essoufflement, la prise de poids, l'œdème, et en plus, un signe qui n'est pas du tout spécifique, qui n'est pas lié qu'à l'insuffisance cardiaque, c'est une fatigue excessive, une fatigabilité à l'effort et une fatigue ressentie par le patient. Alors c'est sûr que quand on n'a que la fatigue, ce n'est pas suffisant pour évoquer le diagnostic, mais quand on commence à avoir l'association de ces 4 signes d'alerte, eh bien alors là, c'est qu'on évolue probablement vers l'insuffisance cardiaque. Et à ce moment-là, il faut s'orienter vers l'équipe médicale, le médecin traitant, l'infirmière qui vous suit, etc. Alors, je reconnais voilà, ces signes d'alerte par l'autosurveillance. Il faut essayer donc d'analyser à la fois sa capacité à l'effort, se peser 2 fois par semaine dans les mêmes conditions pour noter le poids dès l'instant qu'on sent qu'on a cet essoufflement, pour voir si on n'a pas une prise de poids normale, vérifier soi-même ses chevilles et évaluer sa fatigabilité, sa fatigue, notamment lors des efforts avec les collègues, les amis, la famille, etc. Donc après avoir
évoquer le diagnostic de l'insuffisance cardiaque, je voudrais, avec Émilie, aborder quelques éléments de recommandation pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Donc, vous l'avez bien compris, c'est une maladie chronique qui nécessite un suivi régulier. Un suivi régulier dès l'instant que le diagnostic est posé, va nécessiter une prise en charge médicamenteuse, parfois des dispositifs médicaux, etc. Mais il y a un suivi qui est important, à la fois auprès du médecin traitant, le médecin généraliste, qu'il faut voir au moins tous les 6 mois, et dans certaines situations, c'est parfois à un stade avancé de l'insuffisance cardiaque, c'est parfois tous les mois pour assurer le suivi clinique, mais également le suivi biologique. Le cardiologue, lui, il faut le voir en général 1 à 2 fois par an. Ça dépend là encore de la gravité de votre insuffisance cardiaque. Parmi les examens, c'est surtout l'analyse biologique, le bilan sanguin biologique qui est nécessaire. D'une part, pour voir les conséquences de votre insuffisance cardiaque, mais également pour les médecins, les équipes médicales, pour ajuster les médicaments de l'insuffisance cardiaque, car ils jouent également sur le rein, donc c'est important d'avoir la fonction du rein, sur différents paramètres biologiques, et ça aide à titrer, à majorer les traitements de l'insuffisance cardiaque pour faire de la titration jusqu'à obtenir des doses maximales tolérées des médicaments qui ont démontré un bénéfice majeur en termes de baisse de la mortalité et de la morbidité. Il faut signaler à votre médecin, bien évidemment, tous les nouveaux symptômes. Et chaque fois qu'un nouveau symptôme apparaît, tel que la toux, la baisse de la pression artérielle, cette prise de poids dont on a parlé un peu rapide, etc., ça peut être un signe d'aggravation. Là encore, l'importance, je tiens à souligner l'importance de la vaccination, car on arrive dans cette période hivernale où l'on sait que les virus tels que la grippe, la Covid-19 ou la survenue d'infections bactériennes comme les pneumocoques nécessitent chez les patients fragiles comme les insuffisants cardiaques d'être protégés, car ça augmente la mortalité de manière considérable des insuffisants cardiaques. Donc il faut éviter d'attraper ces maladies, ces infections, d'où l'importance de la vaccination. La vaccination contre la grippe, elle est déjà très bien validée, mais beaucoup trop d'insuffisants cardiaques ne sont pas vaccinés de manière annuelle. Pour le pneumocoque, là encore, les taux de vaccination sont beaucoup trop faibles. C'est une vaccination qu'il faut renouveler tous les 5 ans avec un schéma thérapeutique qui est extrêmement bien établi, et il faut absolument que vous discutiez avec vos médecins, parce qu'ils peuvent l'oublier, que ce soit le médecin traitant, le médecin cardiologue, que vous discutiez de ces éléments de vaccination. Un dernier petit mot sur la vaccination avec la Covid-19. C'est une maladie effectivement qui nous a fait souffrir beaucoup, je dirais, au cours des dernières années, mais il semblerait à l'heure actuelle qu'elle soit moins grave, il y a moins de formes sévères, les hôpitaux ne sont plus engorgés comme cela a été, le système de santé a tenu, mais ces infections Covid reviennent petit à petit, et avec la saison hivernale, on risque d'avoir un peu plus d'infections Covid. Donc, il faut, je vous engage, notamment les patients insuffisants cardiaques, et nous avions été les premiers à le signaler aux autorités, à le publier dans les recommandations nationales, que la vaccination Covid est très importante pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque. Et donc, le traitement de l'insuffisance cardiaque, de manière générale, est maintenant très bien établi. Ce traitement repose sur 4 grandes classes thérapeutiques. On ne va pas les citer ici, mais tous les patients insuffisants cardiaques connaissent ces médicaments, avec 4 grandes classes thérapeutiques qui sont très bien codifiées et qui diminuent à la fois les symptômes et diminuent le risque de mortalité, donc augmente la survie de ces patients. Donc il y a des médicaments à prendre,
de manière quotidienne, à des heures bien précises. Tout cela est établi avec le médecin traitant, avec les cardiologues. Il faut essayer de ne pas oublier une prise, mais ça peut arriver. Donc il faut la prendre de manière un peu décalée, c'est pas un souci. Il y a des médicaments que l'on prend une fois par jour, d'autres que l'on prend 2 fois par jour. Il faut être vigilant parce que on ne peut pas prendre une double dose le même jour parce que ça a des effets sur le rein, ça a des effets sur la tension et donc ça peut entraîner une mauvaise tolérance. Donc il faut être vigilant, ne pas arrêter ces médicaments de manière brutale et essayer de respecter la prise des médicaments de manière bien régulière. Donc nous venons de voir la partie, on va dire, médicale de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Maintenant, nous allons voir les recommandations, les mesures d'hygiène de vie que l'on recommande dans le cadre donc, de l'insuffisance cardiaque. Donc, quelle que soit la cause de l'insuffisance cardiaque, des mesures d'hygiène de vie peuvent soulager le travail du cœur et prévenir certaines complications, comme par exemple l'arrêt du tabac, la lutte contre le surpoids, l'obésité, la réduction de la consommation de sel, donc de moins de 4 à 5 grammes par jour, réduction également des aliments gras, des viandes rouges et des boissons alcoolisées, réduction de la quantité de liquide bu chaque jour pour éviter justement la rétention d'eau, en général autour de 1 à 2 litres chez les patients qui souffrent d'une insuffisance cardiaque seulement, le contrôle du stress, et également l'activité physique adaptée, régulière, comme natation, marche, vélo d'appartement, tout ceci sous contrôle médical. Donc quand on parle d'hygiène de vie, évidemment que l'on parle d'alimentation, et très souvent dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, on entend les personnes dire « je vais devoir faire un régime strict ». Vous n'avez pas besoin de suivre un régime strict. Ce qui vous sera recommandé, c'est plutôt de partir sur une alimentation équilibrée, limitée en sel. Donc, pour arriver vers une alimentation le plus équilibrée possible, il sera conseillé d'adopter autant que possible une alimentation riche en poissons, en fruits, en légumes, privilégier l'utilisation des huiles végétales comme l'huile d'olive, de colza, de noix, éviter également une alimentation trop riche en graisse, préférer par exemple les viandes blanches, les légumes, plutôt que les charcuteries ou les viandes rouges consommées en excès. Limitez votre consommation de sucre ajouté ainsi que la consommation quotidienne de certains produits comme le miel, le sucre, les sirops, les sodas, les jus de fruits. Méfiez-vous également des plats préparés industriels qui sont souvent très riches en sucre, en graisse et en sel. Privilégiez plutôt une cuisson à la vapeur, en papillote au four plutôt qu'au beurre ou à la friture. Consommez des fibres alimentaires que vous retrouverez dans les fruits, les légumes, les céréales complètes ainsi que les légumineuses. Et modérez votre consommation d'alcool. Donc ne dépassez pas 10 verres d'alcool standard dans la semaine, ce qui correspond à 2 verres standards par jour. Et essayez d'avoir justement dans la semaine des jours où vous n'allez pas consommer. Et enfin, attention au grignotage en dehors des principaux repas. Alors nous allons faire un zoom sur la consommation de sel, puisque le professeur Roncalli en a parlé. Le sel que l'on consomme en mangeant contient du sodium. Or, on sait que l'excès de sodium peut être dangereux en cas d'insuffisance cardiaque, car il va augmenter la rétention d'eau. C'est pourquoi il est important d'adopter au quotidien une alimentation pauvre en sel. Alors, pourquoi une alimentation peu salée? Le sodium retient l'eau dans l'organisme. On a vu qu'en cas d'insuffisance cardiaque, votre cœur est déjà fatigué et donc il va devoir travailler davantage pour éliminer cet excès d'eau. Alors, à titre indicatif, quand on parle d'alimentation peu salée, on recommande de consommer au maximum 5 grammes de sel par jour. Pour vous donner une image, une cuillère à café rase correspond à 5 grammes. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour justement consommer moins de sel? Alors, déjà, en pratique, ça va être au moment de vos achats, de sélectionner vos achats en limitant l'achat de produits riches en sel. Par exemple, privilégiez les aliments frais ou congelés, non préparés, car ils vont contenir moins de sel.
évitez les plats cuisinés, industriels, les aliments transformés, les conserves. Si vous devez par exemple utiliser des légumes en conserve, on vous conseillera de bien les passer sous l'eau avant pour retirer l'excédent de sel. L'eau plate, quant à elle, est généralement très peu salée. Si vous buvez de l'eau en bouteille, essayez d'éviter les eaux gazeuses bicarbonatées car elles sont riches en sodium. Donc je vous invite à regarder au niveau des étiquettes la teneur en sodium. Également, il y a d'autres, on va dire, aliments, comme par exemple le pain, la baguette, qui reste très salé. Donc là, n'hésitez pas non plus à en parler à votre boulanger qui peut vous confectionner un produit sans sel. Pour les fromages, pareil, vous pouvez demander à votre fromager, il peut vous indiquer des fromages qui sont appauvris en sel. Et puis après, c'est des habitudes à prendre. Quand vous préparez votre repas, au lieu d'utiliser du sel, vous pouvez utiliser des herbes aromatiques, des épices, du poivre. Alors, attention après à certains aliments comme la moutarde ou les cornichons qui restent des aliments très salés. Le palais, en fait, s'habitue très vite. Au début, on trouve ça très fade et puis après, au bout d'un moment, on s'y habitue. Faites attention par contre, une vigilance au niveau des sels de régime qui sont souvent riches en potassium. À forte dose, cela peut être dangereux pour le cœur. Donc partez plutôt sur l'achat d'un sel iodé sans additifs. Et également faites attention, par exemple, quand vous faites un bouillon au niveau des petits cubes que l'on utilise, très souvent, ils sont aussi très salés. Après, ça va être des réflexes du quotidien, d'éviter par exemple de mettre la salière sur la table, de goûter vos plats avant de systématiquement les ressaler. Alors, on est tout à fait conscient que c'est un changement de vie aussi que l'on vous demande, des habitudes de vie qui sont ancrées au niveau de l'alimentation. Donc, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin, votre cardiologue. Eux déjà pourront vous aider et également, si nécessaire, vous orienter vers des professionnels de santé, comme par exemple une diététicienne qui pourra vous aider en fonction de vos habitudes à mettre en place des menus adaptés, une alimentation équilibrée et limitée en sel. Alors, dans l'hygiène de vie, voilà, là on vient de voir l'alimentation, mais il n'y a pas que ça. Il y a également l'activité physique pour diminuer ces risques cardiovasculaires. Donc l'exercice physique, ça va contribuer à renforcer le cœur, ça va permettre d'augmenter le bien-être en réduisant le niveau de stress, en donnant également de l'énergie et en améliorant le sommeil et la digestion. Lorsque l'insuffisance cardiaque elle est stabilisée et à cette seule condition, il est recommandé de pratiquer une activité modérée, comme par exemple de la marche. Cette activité, en aucun cas, elle ne va devoir déclencher d'essoufflement, de palpitations ou de fatigue. L'intérêt de l'activité, il faut que vous compreniez qu'elle ne va pas résider dans l'intensité, mais plutôt dans la régularité. Donc, avant de débuter ou de reprendre une activité physique, on vous conseillera surtout de bien en parler à votre médecin ou votre cardiologue qui, eux, pourront vous conseiller sur les activités les mieux adaptées à votre situation sans vous mettre en danger. Mais ce qu'il faut également souligner, c'est que l'exercice physique, ça ne se limite pas qu'à la pratique du sport. Ainsi, il peut prendre des formes multiples, incluant la marche évidemment, mais également les activités professionnelles, les activités domestiques, ainsi que certains loisirs. L'activité physique, elle doit être régulière pour avoir un effet positif sur la santé. C'est pourquoi il est fortement recommandé de faire de l'exercice au moins 5 jours sur 7 et tous les jours, dans l'idéal, si c'est possible. Alors, l'activité physique, là on vient d'en parler, mais également ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il faut arriver à diminuer les comportements sédentaires. Alors, la sédentarité, qu'est-ce que c'est? La sédentarité, c'est tout le temps que vous allez passer sans mouvement, que vous soyez assis, allongé, debout, c'est le temps où on ne bouge pas. Donc, en fait, c'est la concomitance de l'augmentation de l'activité physique et de la réduction du temps de sédentarité qui va produire les effets les plus bénéfiques sur la santé. Donc, pour cela, quelques petits exemples. Préférez, par exemple, prendre les escaliers plutôt que de prendre systématiquement l'ascenseur ou les escalators. Faites les petits trajets à pied
plutôt qu'en voiture ou en transport en commun, par exemple pour vous rendre à votre travail, pour aller chercher votre pain, ou tout simplement lorsque vous allez faire les courses, au lieu de se garer à proximité du magasin, plutôt vous mettre un petit peu plus loin sur le parking, ce qui vous fera marcher un petit peu plus. Favoriser les balades à pied durant vos moments libres et essayer chaque jour d'avoir une activité physique. C'est le cas lorsque vous marchez au moins 30 minutes par jour, mais ce n'est pas juste ça. Par exemple, lorsque vous entretenez votre maison, lorsque vous passez l'aspirateur, lorsque vous faites du jardinage, l'entretien de vos extérieurs, vous êtes en mouvement, en activité, donc on peut considérer que c'est une activité physique. Donc au niveau de l'hygiène de vie, ce qu'il faudra retenir, c'est d'arriver à adopter le plus possible une alimentation équilibrée et limitée en sel, et vraiment de mettre en place une activité physique régulière tout en réduisant les temps de sédentarité. Merci à tous les deux pour cette présentation et ces explications. Donc nous allons maintenant répondre à vos questions. Si vous n'avez pas eu le temps de nous les poser, vous pouvez toujours le faire en les tapant dans l'onglet Discussion qui se situe en bas de votre écran. J'ai vu qu'il y avait une question par rapport au lien du replay. À partir du moment où vous êtes inscrit à ce webinaire, vous le recevrez automatiquement par mail. Je laisse mes collègues à la régie nous poser les premières questions. L'insuffisance cardiaque peut-elle être détectée lors d'un test d'effort? Alors, je vais répondre, Émilie, si vous permettez. Dans le cadre du diagnostic, effectivement, le test d'effort, c'est important pour les maladies coronariennes. C'est pour suspecter les occlusions des artères coronaires, et notamment le cadre du diagnostic de l'angor d'effort. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose pour l'insuffisance cardiaque, puisque le diagnostic, lui, il va être fait essentiellement par les symptômes et les signes d'alerte que l'on a vus, mais il va être fait par l'échographie cardiaque transthoracique, et donc qui va permettre de voir si la fonction du cœur est correcte ou pas, et qui va permettre de déterminer si on a une insuffisance cardiaque avec la fraction d'éjection qui est réduite ou qui est préservée. C'est le premier point. Il y a deux éléments diagnostiques. Il y a l'échographie et ensuite il y a un dosage sanguin au cours de la prise de sang de marqueurs de l'insuffisance cardiaque. Ce sont ce qu'on appelle les peptides natriurétiques. C'est le BNP ou le NT-proBNP qui sont des marqueurs très sensibles, et dès que ces marqueurs sont élevés, il y a une forte suspicion d'insuffisance cardiaque qui est confirmée par l'échographie cardiaque. On pourrait rajouter quid de l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, qui est l'examen paraclinique de base après l'examen clinique que le cardiologue fait, n'a pas de signe spécifique, l'électrocardiogramme, et on peut voir, ça peut orienter vers les causes de l'insuffisance cardiaque. Donc retenez deux choses, l'échographie cardiaque et le dosage sanguin du BNP. On va prendre une autre question. L'insuffisance cardiaque peut-elle être héréditaire? Alors, effectivement, vous l'avez vu, on a vu les grandes causes de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque liée aux maladies coronariennes avec l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque secondaire à l'hypertension artérielle, et on peut avoir de l'insuffisance cardiaque avec des causes toxiques, les chimiothérapies par exemple. On peut avoir de l'insuffisance cardiaque dans les suites d'une inflammation du cœur, une myocardite. Il y a de nombreuses autres étiologies, et notamment aussi les valvulopathies. Quand on a un rétrécissement aortique, une insuffisance aortique, quand on a les valves qui ne fonctionnent plus correctement, ça peut donner de l'insuffisance cardiaque. Mais il y a une situation où on n'a pas retrouvé de cause. Et à ce moment-là, on parle d'insuffisance cardiaque dans le contexte de cardiomyopathie dilatée, qui peuvent être familiales, et pour un certain nombre de ces insuffisances cardiaques, de ces cardiomyopathies dilatées, il y a effectivement une hérédité. Donc ce sont des formes particulières, familiales,
qui conduisent souvent à transplantation, à plusieurs transplantations cardiaques dans la famille. Donc ça, ce sont des causes héréditaires de cardiopathie dilatée. Et puis, il y a également des formes un peu particulières de cardiomyopathie hypertrophique, où là, c'est plutôt l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et le muscle cardiaque s'épaissit de manière anormale, qui peuvent également être liées à une forme héréditaire. Donc, il y a beaucoup de travaux sur la génétique dans ces pathologies. Quand vous parlez d'œdème des membres inférieurs, ces œdèmes sont-ils permanents? Qu'en est-il du gonflement des chevilles lorsqu'il fait très chaud, par exemple? Est-ce différent? Alors, l'œdème des membres inférieurs, donc il est caractéristique, mais il n'est pas spécifique. Vous l'avez bien compris, parce qu'on peut le rencontrer dans d'autres pathologies, comme l'insuffisance rénale chronique, comme l'insuffisance hépatocellulaire, dans le contexte d'une défaillance du foie. Donc, ce n'est pas spécifique de l'insuffisance cardiaque. Et on peut le rencontrer également dans le contexte de mauvais drainage lymphatique, un lymphœdème périphérique des membres inférieurs, et où effectivement on peut avoir un œdème vespéral le soir plus marqué parce que le patient, enfin parce que vous avez passé du temps debout dans la journée, peut parfois être secondaire à certains types de médicaments, notamment ce qu'on appelle les inhibiteurs calciques d'hydropyridine, qui sont des médicaments qu'on utilise pour l'hypertension artérielle. Donc il faut tous les œdèmes seuls ne sont pas le signe spécifique de l'insuffisance cardiaque, mais doivent être évoqués, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le contexte associé avec la fatigabilité, la prise de poids et l'essoufflement. Vous disiez tout à l'heure aussi que ces œdèmes ont tendance à... Enfin, quand on appuie sur la cheville, c'est pour tous les œdèmes ou c'est pour plus non, ceux... c'est beaucoup plus spécifique, le signe que j'évoquais clinique, Oui. est beaucoup plus spécifique de l'œdème de l'insuffisance cardiaque, D'accord. qui est un œdème, en sémiologie de base qu'on apprend aux étudiants, on dit que c'est un œdème blanc, périphérique, bilatéral, et prenant le godet. Donc quand on enfonce le doigt, ça met du temps à remonter. D'accord. Une autre question? La natation est-elle recommandée en cas d'insuffisance cardiaque? Et de la même façon, peut-on aller au sauna ou hammam ou faire de la balnéothérapie? Alors c'est une question intéressante. Pour les activités physiques et sportives, je crois qu'il n'y a pas de restriction. Pour la natation fait partie des activités d'endurance au même titre que la marche, la randonnée, le golf, le cyclisme, etc. Donc en ce qui concerne la natation, il n'y a pas de problème. Il faut faire bien sûr ces activités physiques sans être, comme ça a été dit par Émilie, sans être essoufflé, sans être... il faut viser ce qu'on appelle l'endurance. Il ne faut pas être en résistance, il faut viser l'endurance. Et quand vous faites une activité, moi j'ai l'habitude de leur dire, il faut que vous soyez capable de discuter tranquillement avec les personnes avec qui vous faites l'exercice. Voilà. Après, pour ce qui est effectivement de la tolérance dans le contexte du sauna, du hammam, c'est un peu plus compliqué et ce sont des activités qui sont moins recommandées parce qu'elles peuvent entraîner des gènes. Donc ce sont des activités que l'on ne sollicite pas dans le cadre de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, surtout si elle est décompensée. Après, un patient insuffisant cardiaque qui est bien stabilisé, s'il peut passer quelques minutes, il n'y a pas de risque majeur. Mais ce sont des activités qu'il faut faire quand on est bien traité, quand on est bien loin de périodes de décompensation. Les personnes diabétiques type 1 sont-elles plus à risque d'avoir une insuffisance cardiaque? Alors les personnes diabétiques de type 1, c'est souvent des gens qui ont développé un diabète dès le plus jeune âge, et donc qui vont avoir une évolution sur le plan de la maladie des artères coronaires, du développement de l'athérosclérose, un peu plus précoce que les patients qui ont un diabète de type 2 qui se développait au cours de la vie. Avec le diabète, il y a deux aspects. Le diabète, il peut être à l'origine de la maladie coronarienne, donc des infarctus, de l'angine de poitrine, etc.,
qui peuvent conduire à l'insuffisance cardiaque, mais le diabète, il a également la particularité de pouvoir donner des cardiomyopathies indépendantes de la présence d'une maladie coronarienne, parce que l'hyperglycémie va avoir un effet toxique sur les cellules du cœur que l'on appelle les cardiomyocytes et peut engendrer une cardiomyopathie spécifique chez le diabétique. Donc effectivement, le diabète, que ce soit type 2 ou type 1, sont des facteurs de risque majeurs du développement de l'insuffisance cardiaque. En pratique clinique, constatez-vous que le diagnostic de cette pathologie concerne des patients de plus en plus jeunes? Oui, c'est vrai que on rencontre des patients de plus en plus jeunes. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, il y a les formes familiales, donc ça, ça touche les patients à un âge précoce, mais c'est surtout qu'on a des facteurs de risque et des étiologies avec la vie, l'alimentation, avec la surcharge en sel, etc., les hypercholestérolémies, enfin, beaucoup de facteurs de risque qui font qu'on peut développer des pathologies coronariennes notamment, qui sont à l'origine de la moitié des insuffisances cardiaques de manière plus jeune, et notamment en particulier chez la femme. Vous savez que la femme, elle est protégée, elle est censée être protégée de l'infarctus du myocarde jusqu'à un âge assez avancé, parce qu'avec les hormones féminines, il y a une protection. Mais en contrepartie, les femmes fument plus, beaucoup plus jeunes, etc. Donc il y a plus d'accidents cardiovasculaires chez la femme, et la pathologie de la femme, la pathologie cardiaque chez la femme est souvent un peu plus complexe, souvent un peu négligée. Il y a beaucoup de prévention au sein notamment de la Fédération française de cardiologie, dont je suis vice-président actuellement, où on développe beaucoup de projets pour faire connaître un peu mieux les pathologies cardiaques chez les femmes, le cœur de la femme. Donc oui, je me suis perdu un petit peu dans la question, mais oui, effectivement, on rencontre des patients plus jeunes, mais il faut retenir une chose, c'est que la prévalence de l'insuffisance cardiaque va continuer d'augmenter avec l'âge. Parce que, vous avez compris qu'il y a deux types d'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, où la prévalence reste stable, mais l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée va toucher plus volontiers le sujet âgé, la femme âgée, hypertendue, et comme les femmes vivent plus longtemps, l'espérance de vie augmente, pour l'homme aussi, mais pour la femme encore plus, et on va avoir plus d'insuffisance cardiaque à forme préservée chez le sujet âgé, et notamment chez la femme, parce qu'on traite mieux les cancers, parce qu'on traite mieux les infarctus, les maladies coronariennes, et qu'il y a l'espérance de vie qui augmente. Juste dans le fil de discussion, j'ai vu qu'il y avait à nouveau une question là par rapport au replay, une infirmière qui travaille dans le domaine de l'insuffisance cardiaque qui posait la question. Oui, le replay sera, comme je l'ai dit, le replay vous sera envoyé à tous ceux qui sont inscrits à ce webinaire. Vous allez recevoir le lien du replay par mail, et même vous pouvez sinon vous connecter sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn, et il sera en ligne dès demain. Voilà, je me permets de rappeler ce point. Est-ce qu'une arythmie est une forme d'insuffisance cardiaque? Alors, l'arythmie en soi, une cardiopathie qui peut très bien évoluer sans insuffisance cardiaque, mais si on a le cœur qui, pour une raison X, est déjà un peu fragilisé, l'arythmie va être le facteur aggravant, le facteur déclencheur de la poussée d'insuffisance cardiaque. Il peut y avoir des arythmies au niveau des oreillettes du cœur, au niveau du ventricule du cœur, et des arythmies au niveau de l'oreillette du cœur. Elles vont conduire à une baisse, quand on n'a plus la synchronisation oreillette-ventricule, elles vont conduire à une baisse du débit cardiaque de 30%. Donc si quelqu'un a déjà un débit cardiaque diminué du fait d'une insuffisance cardiaque qui était
peu symptomatique ou quasiment pas symptomatique, la survenue de l'arythmie peut le faire décompenser, être à l'origine de la poussée d'insuffisance cardiaque. Peut-on envisager un séjour en montagne, en altitude, avec une insuffisance cardiaque? Alors, pour ce qui est de l'altitude, je crois que le consensus est assez clair de manière générale. On peut aller très facilement jusqu'à une insuffisance cardiaque qui est compensée, hein, qui est bien traitée, jusqu'à 2500 mètres. J'avais vu une question. Pourriez-vous nous parler des traitements qui peuvent aider en cas d'insuffisance cardiaque? Pourquoi doit-on souvent être sous anticoagulants? Alors, les traitements et les anticoagulants. Les traitements, ils sont très bien codifiés. Tout à l'heure, on a parlé un peu de physiopathologie en disant le débit cardiaque baisse. Et donc, l'organisme, lui, il essaie de réaccélérer la fréquence cardiaque pour maintenir la perfusion. Et donc, il y a des mécanismes qu'on appelle des mécanismes compensateurs qui vont avoir tendance à faire une vasoconstriction, à serrer un peu les artères périphériques pour bien perfuser le cerveau, pour bien perfuser les reins. Mais ça entraîne une surcharge de travail au cœur. Parce que, en fait, le cœur va devoir travailler davantage parce qu'il va y avoir la vasoconstriction, parce qu'il va y avoir la rétention d'eau. Et donc, le cœur, il va continuer de s'épuiser. Et ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux de l'insuffisance cardiaque, eh bien, il faut essayer de l'arrêter, de le casser, je dirais, grâce aux médicaments. Et c'est comme ça qu'on a compris qu'on pouvait, grâce à la physiopathologie, qu'on pouvait faire vivre plus longtemps les gens en bloquant les systèmes compensateurs. C'est un peu compliqué, hein, mais c'est des systèmes qui jouent sur le rein, le système rénine-angiotensine, le système sympathique qui accélère le cœur, etc. Et donc tous les médicaments, les 4 classes thérapeutiques que l'on a, bêta-bloquants, IEC, nouveaux médicaments inhibiteurs de l'angiotensine, récepteur angiotensine, éprilysine, etc., les antagonistes récepteurs minéralocorticoïdes et les nouvelles classes thérapeutiques que sont les inhibiteurs SGLT2 qui jouent aussi sur le diabète, qui sont révolutionnaires, qui viennent de sortir il y a à peine 2 ans, eh bien, ce sont des médicaments qui vont avoir pour objectif de bloquer ces systèmes compensateurs. Et c'est grâce à ça que, sur le long terme, eh bien, l'insuffisance cardiaque va vivre plus longtemps. Donc ça, c'est pour la thérapeutique. On ne peut pas rentrer trop dans les détails ici, mais c'est important de bien comprendre la physiopathologie pour bien comprendre la prise en charge thérapeutique. Ensuite, la deuxième partie de la question, c'était sur les anticoagulants. Les anticoagulants ne sont pas indiqués pour l'insuffisance cardiaque en soi. Ils sont indiqués pour les arythmies, pour les troubles du rythme auriculaire, la fibrillation atriale, la tachycardie atriale, le flotteur. Dès qu'il y a une perte de la capacité de contraction de l'oreillette, il y a un risque de constituer un petit caillot à l'intérieur. Et ces petits caillots peuvent faire ce qu'on appelle des accidents vasculaires cérébraux. Et donc, pour éviter ça, on met des anticoagulants. Après, il y a une situation extrême où le cœur, quand il est très 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 fatigué, que sa fraction d'éjection elle est à 10-15%, il peut parfois y avoir dans le ventricule des petits thrombus, des petits caillots qui se forment. Et donc là, on met également des anticoagulants. C'est une indication un peu plus rare, mais c'est surtout les troubles du rythme supraventriculaire, de l'étage auriculaire qui nécessitent des anticoagulants. Peut-on aller voir directement un cardiologue ou sommes-nous obligés de passer par notre médecin? Alors, ça c'est le système de santé qui veut qu'on passe par le médecin traitant pour les histoires de remboursement, de parcours de soins, etc. Donc, c'est mieux d'aller voir le cardiologue dès l'instant qu'on a fait un premier bilan avec le médecin traitant, parce que je le disais tout à l'heure, il suffit d'une prise de sang pour mesurer le peptide natriurétique, vous êtes essoufflé, vous n'avez pas d'explication à cet essoufflement, cette dyspnée. Une des premières choses, c'est de faire un prélèvement sanguin avec le marqueur cardiaque, le BNP ou le NT-proBNP, et c'est mieux d'aller voir le cardiologue à l'issue, parce que parfois on a des essoufflements qui sont tout simplement liés à une anémie.
vous avez de l'anémie, vous êtes essoufflé, vous êtes beaucoup plus fatigable, etc. Donc c'est bien d'avoir le bilan complet biologique fait avec le médecin traitant, éliminer les autres causes, éventuellement s'il y a des œdèmes périphériques, etc. Et ensuite aller voir le cardiologue pour la consultation plus précise, avec déjà des éléments d'orientation, et qui lui va faire l'échographie cardiaque. Voilà. Après, vous pouvez aller directement voir le cardiologue, mais c'est mieux de suivre le parcours de soins, à mon sens. Pour permettre une petite pause peut-être au professeur Roncalli, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui demandait des précisions, Émilie, là, par rapport à la pratique du sport, sur la fréquence, la durée. J'ai vu passer une question sur ça, est-ce qu'on pouvait repréciser pour l'activité physique? Au niveau de l'activité physique, ce qu'on recommande, c'est vraiment la régularité en fait. C'est de pouvoir faire sur la semaine des séances, au moins de 30 minutes par jour, plutôt que de tout faire en une fois. C'est vraiment la régularité qui est importante. C'était précisément sur la marche, en effet. Oui, merci Clémence. Voilà, sur la marche, vous pouvez soit fractionner, soit faire 30 minutes au quotidien. Mais le but, c'est pas l'intensité que l'on va rechercher pour avoir une efficacité, c'est vraiment la régularité. L'endurance, on a dit tout à l'heure. L'endurance, et comme a dit le professeur Roncalli, c'est de pouvoir être capable aussi de parler pendant que vous faites cette activité. Voilà, donc ce n'est pas de marcher vite, mais c'est de pouvoir le faire en toute sécurité. Comme on parle justement de l'activité physique, sachez que dans le Tarn, il existe des associations Cœur et Santé. Je vous invite à aller sur Internet, rechercher en fonction de votre localité. Vous verrez les associations qui existent. Vous en avez à Castres, à Mazamet, sur Albi. Et au sein de ces associations, on va vous proposer plusieurs activités de manière encadrée. Il y a même un médecin qui vous rencontre, et en fonction de l'examen, de l'interrogatoire, il pourra vous orienter vers tel type d'activité. Il vous dira l'intensité justement que vous pouvez y mettre, la fréquence, et tout ça est fait de manière vraiment bien cadrée, bien sécurisée. Absolument, je rebondis sur ce que vous dites, Émilie. Effectivement, il y a des clubs Cœur et Santé qui sont sous l'égide de la Fédération française de cardiologie et qui sont dans le Tarn, qui sont très actifs, entre Castres et Mazamet. Il y en a un plus récent qui vient d'ouvrir à Albi, et qui sont vraiment dédiés, avec des bénévoles qui sont dédiés à vous aider à entreprendre des activités physiques, aussi bien après un événement cardiovasculaire, et même juste avant justement d'avoir un événement cardiovasculaire, parce que c'est important. Il y a la prévention secondaire après un accident, mais la prévention primaire, notamment dans le contexte des facteurs de risque cardiovasculaires, pour diminuer les facteurs de risque. Plus on diminue les facteurs de risque cardiovasculaires dès le jeune âge, et moins on a d'évolution vers la pyramide qui conduit à l'insuffisance cardiaque réfractaire. Y a-t-il un lien entre l'insuffisance veineuse et l'insuffisance cardiaque? L'insuffisance veineuse est-elle un facteur de risque? Alors non, ce sont deux pathologies vraiment très différentes. Donc il ne faut pas confondre. Parfois ça peut être difficile, effectivement, notamment quand on parlait de ces œdèmes périphériques. C'est difficile de faire la part des choses entre une part de rétention hydrosodée liée à l'insuffisance cardiaque et un retour veineux anormal, avec de l'insuffisance veineuse qui peut survenir soit soit dans les conséquences de maladies thromboemboliques après avoir eu des phlébites, etc. Donc ce sont deux pathologies qui sont différentes, et parfois il n'est pas si simple de faire la part des choses. Donc on s'aide de la consultation chez l'angiologue, des codopleurs veineux, etc. De manière générale, peut-on faire de l'insuffisance cardiaque au moment de la ménopause? Alors, il n'y a pas de relation spécifique avec la ménopause. Ce que l'on reconnaît avec la ménopause, c'est qu'on perd le bénéfice des hormones féminines sur la prévention sur la survenue des événements cardiovasculaires, essentiellement coronariens. Donc, il n'y a pas d'éléments favorisants de la ménopause sur la survenue spécifique de l'insuffisance cardiaque.
quelles sont les raisons mécaniques d'une pression systolique élevée? Et même question pour la pression diastolique. Donc la pression artérielle systolique et diastolique, c'est les deux chiffres de la mesure de la pression artérielle. Hein. On a deux chiffres en règle générale. Il faut que la pression artérielle normale, elle est normalement inférieure à 140 mm de mercure pour le premier chiffre, qui est le chiffre de la pression artérielle systolique, et elle est inférieure à 90 mm de mercure pour la pression diastolique. Donc l'élévation de la pression artérielle, ce qu'on appelle l'hypertension artérielle, est la conséquence d'une rigidité des artères liée au vieillissement, et donc elles deviennent plus rigides, et donc la pression monte à l'intérieur, elles ont perte de l'élasticité, et le risque cardiovasculaire, il augmente à la fois avec l'élévation du premier chiffre, l'HTA systolique, mais également il y a une corrélation forte entre la survenue d'événements cardiovasculaires et l'élévation de la pression artérielle diastolique. Et là, ça se traite avec des médicaments, bien évidemment, mais surtout avec une limitation aussi un petit peu de l'apport en sel. Et ça répond très très bien à l'activité physique. 30 minutes d'activité physique 5 jours par semaine, ça fait l'équivalent d'un médicament pour baisser la pression artérielle. Alors, merci beaucoup de nous poser toutes ces questions. Notre temps de webinaire est presque terminé. On va peut-être prendre une dernière question, Clémence. Mais je pense quand même qu'on a balayé pas mal de questions. Une dernière question. Quel est l'examen médical qui sert à confirmer une insuffisance cardiaque? Alors, j'ai déjà répondu à cette question. Il y a deux examens spécifiques. C'est l'échographie cardiaque et la mesure du BNP. L'analyse biologique, c'était ça. Biologique. Oui. Écoutez, nous arrivons au terme du temps imparti pour ce webinaire, donc on va devoir clôturer ce moment d'échange, mais nous répondrons aux questions qui n'ont pas pu être traitées s'il y en a, parce que je pense quand même qu'on en a balayé pas mal par mail. Voilà. Donc comme indiqué en introduction, vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire dès demain sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça vous permettra de recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. À la fin de ce webinaire, vous allez recevoir un court questionnaire de satisfaction. Merci de prendre quelques instants pour y répondre. Cela nous permettra de tenir compte de vos suggestions d'amélioration. Encore merci Émilie et professeur Roncalli pour vos interventions et explications. Et merci à vous tous pour votre participation à ce webinaire. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci.